Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études psychanalytiques. Collection dirigée par Alain Brun et Joël Bernat. La collection Études psychanalytiques veut proposer un pas de côté et non de plus, en invitant tous ceux que la praxis, théorie et pratique, poussent à écrire ce, hors chapelle, hors école, dans la psychanalyse. Dernière parution. Valérie Blanco, L'effet divan 2014. Frédéric F. Berger, Symptômes de l'enfant, enfant symptômes 2014. Sauty GRIVA, Crime en psychothérapie. Avoros 2014. Jacques Ponnier, Adler avec Freud. Repenser le sexuel, l'amour et le souci de soi 2014. Laurence Kaplan-Dreyfus, Encore vivre, à l'écoute des récits de la Shoah. La psychanalyse face à l'effacement des noms 2014. Stoyan Stoyanov NENOFF, Freuden 2014. Francine Hélène Samac, De Freud à Erikson. L'hypnose revisitée par la psychanalyse 2014. Christiane Anglais MOUNOUD, Aimer égale jouir, l'équation impossible 2014. Christophe Soliot, Psychanalyse engagée, entre dissidence et orthodoxie 2014. Mina Bourras, Elle mange rien 2014. Vanessa Brassier, Le ravage du lien maternel 2013. Christian Fuchs, Il n'y a pas de rapport homosexuel, ou de l'homosexualité comme générique de l'intrusion 2013. Thomas Gindele, Le Moïse de Freud au-delà des religions et des nations. Les chiffrages d'une énigme 2013. Touria Mignotte, La cruauté. Le corps du vide 2013. Pierre Poisson, Traitement actuel de la souffrance psychique et atteinte à la dignité. Bien-être et déshumanisation 2013. Gérard Gasquet, Lacan poète du réel 2012. Citation. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'ils se font de ces choses, qui tourmente les hommes. Épictète. Psyché, c'est la personnification de l'âme, et aussi l'intégralité des manifestations conscientes et inconscientes de la personnalité et de l'intellect humain. Psyché est fille d'un roi. D'une beauté exceptionnelle, elle excite la jalousie d'Aphrodite et contrairement à ses deux sœurs, elle ne trouve pas d'époux. Ainsi Aphrodite ordonne à Eros de la faire tomber en amour, mais c'est lui qui succombe, tout en ne pouvant pas se faire reconnaître. Ils ne se rencontrent que la nuit, et se séparent à l'aube. Les deux sœurs jalouses complotent et Eros est brûlé à l'épaule. Après de nombreuses épreuves imposées par Aphrodite, mais aidée par amour, Psyché peut enfin épouser Eros. Liminaire. Le projet La robe de Psyché se veut un premier pas dans la démarche du lien entre psychanalyse et vêtements. Cela représente également un lien entre mes deux mondes, celui du vêtement, ex-créatrice de mode, de costumes de théâtre et de cinéma, et professeure de design et d'un cours de psychosociologie de la mode et du paraître à la Haute École d'Art et de Design, Genève, et celui de la psychanalyse. C'est à travers ce lien que j'ai pu tisser ma vie. Cela étant dit, il s'agit d'un univers théorique peu défriché et j'ai toujours pensé qu'un tel lien était riche de sens. J'essaye d'apporter un autre regard sur le vêtement et la mode qui n'est pas celui d'une grande partie des médias, mais qui se veut une unité entre être et paraître. Christian Lacroix, créateur, nous le dit en ces termes, inventer un vêtement, c'est avant tout offrir son regard en partage. Aujourd'hui, tout un chacun s'autorise à analyser le phénomène mode et à porter des jugements sur ses créateurs et sur ses consommateurs. Pourtant, peu d'analyses sérieuses sont consacrées à l'étude de son fonctionnement, de son évolution et de son impact sur l'imaginaire, et sur les comportements de l'individu et de la société en général. S'il y a peu d'études, c'est certainement par le fait que la mode est essentiellement un sujet autoréférentiel, mais le philosophe Marc-Alain Descamps propose « On peut tout apprendre dans le vêtement, l'histoire, la géographie, l'art, la politique, les échanges commerciaux, les langues, les religions, la littérature, la philosophie et bien entendu la psychologie des hommes, des femmes, des enfants ». Il est évident que je ne m'attacherai pas à toutes les parties citées, mais à celles de la psychologie, et plus particulièrement de la psychanalyse. Cette recherche explore des pistes heuristiques différentes de manière à présenter un document qui énonce des hypothèses et des conclusions novatrices. Ma volonté est de participer à une revalorisation des études qui traitent de la mode,
et à leur reconnaissance sur le plan intellectuel. Il m'a semblé opportun de concevoir mon projet comme un essai de théorisation, faisant appel à plusieurs outils de réflexion. Dans cette perspective, je me suis référé aux analyses et aux théories énoncées par différents spécialistes pour élaborer cette étude. Ainsi, à l'évidence, les réflexions développées dans ce document ne prétendent pas à l'exhaustivité. Elles esquissent une série d'ouvertures possibles autour de grands thèmes qui permettent de mieux appréhender l'évolution des attitudes vestimentaires dans la société de demain. Enfin, s'il est relativement courant que les sciences humaines telles la sociologie et l'histoire de l'art choisissent le vêtement, la mode ou le costume comme objet d'étude, qu'en est-il de la psychanalyse ? Les notions de moi, d'image du corps ou d'image d'âme peuvent-elles nous permettre de mieux cerner les comportements individuels ou collectifs en matière de vêtements ? La vérité et la force de la théorie psychanalytique résident dans son potentiel explicatif sur le plan anthropologique, dans les connaissances universellement reconnues qu'elle nous apporte sur la nature du psychisme humain. Cette étude est donc basée sur 3 grands axes de lien, les fondamentaux, entre psychanalyse et vêtements, c'est-à-dire Sigmund Freud et sa seconde topique, le schéma corporel et l'image du corps, ainsi que l'abord de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung et son processus d'individuation qui est un processus de transformation. La première partie tente d'apporter un éclairage sur la fonction symbolique du vêtement et de la mode, tout ceci en lien avec la seconde topique de Sigmund Freud, voir annexe 1. Il s'agit d'éclairer les composantes sociales et les composantes personnelles ou psychiques qui ont pour fonction de tenter de rassembler ou de distinguer. La partie symbolique se compose de 3 fonctions. La parure protection, la pudeur et la séduction ainsi que la fonction composée d'un langage muet, ce que cela donne à voir. La deuxième traite du lien au corps avec une brève approche historique pour éclairer les théories de schéma corporel et d'image du corps. Cette partie je l'ai articulée de la manière à différencier l'avoir et l'être d'un corps. La troisième analyse le rôle du vêtement dans la conception globale de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, voir annexe 2, dans l'idée d'une voie de développement individuel, loin des masques et plus près du cœur. Ce développement nous amène à entrevoir l'idée d'estime de soi et d'identité. Il est vrai que le vêtement parle la plupart du temps d'autre chose que de lui-même. Il met en scène des représentations du monde. L'habillement est toujours une présentation de soi, et donc un commentaire sur les autres avec qui on s'assimile ou se différencie. L'adoption d'un vêtement ou d'un style contribue ainsi à la construction identitaire. Les vêtements font donc partie des objets qui contribuent à la construction de l'individu, en soi et au sein des groupes auxquels il appartient. Comme le précise le psychanalyste Serge Tisseron, les vêtements ne renvoient pas seulement à une identité sociale et aux signes distinctifs qui y sont attachés, ils renvoient aussi à une histoire personnelle et aux diverses stratégies mises en place par chacun pour se l'assimiler. L'état de l'art. Si nous tentons de rapprocher le vêtement de la psychanalyse, c'est moins par volonté novatrice que par le sentiment que tout peut venir de là, et que tout y ramène. La question du lien entre psychanalyse et vêtements a certes déjà été abordée, mais de façon différente. On le voit dans l'écrit récent de Catherine Joubert et Sarah Stern. Elles sont toutes 2 psychiatres et analysent certains comportements vestimentaires de leurs patients ainsi que de l'image parentale. Le vêtement vu comme lieu du désir et de l'intime. Elles partent de leurs expériences en clinique et détaillent à partir de là certains comportements dits pathologiques. La psychanalyste lacanienne Eugénie Lemoine-Lucioni pose un regard analytique, basé sur le phénomène de castration symbolique. Son écrit n'est pas récent, mais reste d'actualité. Le vêtement peut être alors ce qui contient, et donne à croire qu'il y a un contenu. Il est la sphère et l'ombilique. Juan Pablo Lucchesi a rédigé sa thèse en 2002, et axe sa démarche et son analyse sur le fétichisme. Quant au psychiatre Gérard Apfeldorfer, dans ses nombreux écrits et ses conférences, il s'est toujours intéressé de près ou de loin aux vêtements et à son lien au corps. Un lien à un corps souvent décrié dans le monde contemporain puisqu'il dirige le groupe GROW, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Bien sûr, dans d'autres textes j'ai retrouvé des passages qui nous parlent de vêtements, que ce soit dans un lien symbolique ou analytique. Je pense évidemment à la contemporaine de Carl Gustav Jung, Marie-Louise von Franz,
à la docteure en philosophie France Borel, au psychanalyste John Carl Flugel. Dans l'esprit de veille technologique, je me suis inspiré de bien des auteurs pour étayer mes propos, de façon plus scientifique, et de penser aux opportunités de développement. Partie 1. La fonction symbolique du vêtement et de la mode. Dans cette première partie, j'aimerais vous parler de mode en tant que relation sociale et de lien avec l'individu lui-même. Chapitre 1. Le vêtement lu et le vêtement vu. Le vêtement est lu comme marque d'une image sociale, et il est vu comme un révélateur d'une position individuelle. Ce sont ces deux paramètres que nous tenterons de définir dans ce préambule. Nous livrerons quelques réflexions sur la mode en général car ce signifiant, par trop polysémique, peut créer une confusion des attentes. Ces réflexions clarifieront les enjeux et pourront amener à une meilleure compréhension de ce domaine qui touche tout le monde car tout le monde s'habille, ce qui fait que la mode devient objet d'expertise et tout un chacun s'autorise à analyser le phénomène mode et à porter des jugements sur ses créateurs et ses consommateurs. D'autre part, un lien direct avec des aspects psychanalytiques émane de cette réflexion. Dans cette partie, ce lien est directement affilié à la seconde topique de Sigmund Freud, voir annexe 3. La psychosociologie de la mode n'est pas un sujet noble, elle est considérée comme futile car il est clair que l'on parle chiffon. Peu d'analyses sérieuses sont consacrées à l'étude du fonctionnement de la mode, de son évolution et de son impact sur l'imaginaire et le comportement des individus et de la société. Cependant, c'est une psychosociologie de l'imaginaire. Notre relation aux vêtements est également déterminée par la représentation. Comme nous dit le sociologue André Guindon, la sémiologie s'avère particulièrement utile pour déchiffrer la gestuelle vestimentaire, cet ensemble de signes qui, consciemment ou non, exprime avant tout la singularité propre à chaque esprit incarné de notre espèce que les liens multiples qui nous unissent les uns aux autres. Le système vestimentaire est un système de signes. Tout signe est en effet une entité à deux faces. Le contenu pour le signifié, et le contenant pour le signifiant. La mode a donc une fonction de figuration sociale et une fonction d'anticipation. Helmut Lang, créateur, nous dit « La mode est toujours un miroir de processus sociaux. Le vêtir devient une gestuelle d'appartenance et d'individualisation, de représentation et de transformation qui cherche à établir un équilibre entre le désir de conformité et le désir de singularité, entre l'affirmation du présent et la recherche d'un futur meilleur. » Les composantes sociales. La mode est un phénomène social qui s'organise autour de trois pôles. Celui du temps. Celui du corps. Celui de la politique. Le temps, celui qui passe. La mode se conjugue au futur et vit dans ses annonces. La question que pose la mode ne se résume point à être ou ne pas être, car elle participe des deux à la fois. Elle se tient constamment sur la ligne de partage des eaux entre le passé et l'avenir, et nous dispense alors, aussi longtemps qu'elle est à son sommet, un fort sentiment comme peu d'autres phénomènes en sont capables. Sa vocation à être remplacée ajoute un nouveau charme à ceux qu'elle a déjà. Elle n'est pas, sinon en devenir. La mode peut donc être définie comme contraire au présent. En effet, elle vit dans l'avenir. Coco Chanel nous dit d'ailleurs, le génie c'est de prévoir. Plus la mode est éphémère, plus elle est parfaite. La mode se conjugue effectivement au futur, elle est dans les effets d'annonce et a une vie extrêmement brève, sa noblesse pourrait lui venir de là. Oscar Wilde dans Un mari idéal nous dit déjà « Rien n'est aussi dangereux que d'être trop moderne, on risque de se retrouver démodé tout à coup. » Les explorations spatiales et temporelles des créateurs de mode sont le signal d'une tendance qui s'enracine profondément dans les formes contemporaines de sociabilité. L'emploi du futur dans les journaux de mode est un autre exemple de l'utilisation du mode temps. Les modes, avant de se réaliser, vivent dans l'imaginaire des lanceurs de mode, dans les prévisions des rédactrices. Ce mode du futur s'inscrit bien dans l'ère du désir. Le corps. L'histoire de la mode est aussi l'histoire des contraintes et des libérations, du corps vécu et du corps vu, une zone d'échange. Cette alternance se vérifie également dans les périodes historiques de la mode. Paul Poiret a libéré la femme du corset, puis sont venues d'autres contraintes, la gaine, la minceur, le jeunisme et d'autres libérations, la mini-jupe, le tissu stretch. Un vêtement sert au sujet à occuper un peu plus de place que son corps n'en occupe.
On peut imaginer des cercles concentriques qui seraient des enveloppes successives, des plus intimes et moins partageables aux plus sociaux qui sont clairement des enveloppes d'identité. Serge Tisseron aborde le thème de l'individualisation de manière plus personnelle. La dynamique du vêtement du dessus, plus sociable, et du vêtement de dessous, plus intime, raconte l'histoire des états émotifs et affectifs de chacun, c'est-à-dire à la fois les liens que nous avons et ceux que nous souhaiterions tisser. Nous sommes clairement dans ce que je pourrais appeler le vêtement révélant. La mode exprime, elle offre au regard et elle manifeste des désirs créés chez l'homme par la vie en société. Le vêtement devient une seconde peau entre soi et les autres. Il est une carapace qui protège de l'extérieur et une sécrétion qui permet d'exprimer l'intérieur, de donner des signes véridiques ou mensongers. Derrière une apparente futilité, se dévoilent les mouvements intimes et méconnus de nos désirs. Le vêtement, cette seconde peau, appartient à la fois au dedans et au dehors. Il protège l'espace intime comme il ouvre sur l'espace social et relationnel. L'habit est en position de lisière, d'interface entre le sujet et le monde. Il peut masquer le sujet ou au contraire, le dévoiler. Les aspects fonctionnels, symboliques sont inscrits dans ce qui entoure l'enveloppe corporelle et sont des indicateurs de l'identité professionnelle, l'appartenance à une tribu, les grandes étapes de la vie, le type de loisir et de sport, le mode de locomotion. La personne joue des rôles, tant à l'intérieur de son activité professionnelle qu'au sein de diverses tribus à laquelle elle participe. Son costume de scène changeant, elle va, suivant ses goûts, sexuels, culturels, religieux, amicaux, prendre sa place chaque jour dans les divers jeux du Theatrum Mundi. La politique. La mode en tant que phénomène social relève du politique, c'est-à-dire de l'être ensemble, du pouvoir, de l'autorité. La mode naît lorsque le vêtement ne se réduit plus à ses vertus protectrices, elle est politique dès sa naissance. La mode n'est possible qu'à partir du moment où il y a une cité, une vie urbaine, une masse organisée et où l'économie de la survie cède la place à celle du superflu et du luxe. C'est dans un contexte urbain que peut émerger la dialectique sociale fondamentale de la mode, se fondre dans la masse ou sortir du lot, disparaître ou apparaître, se distinguer, être distingué. Nous parlons actuellement bien de tribus qui se forment, essentiellement chez les jeunes personnes, selon les goûts vestimentaires qui révèlent une position sociale voulue. Dans ces tribus, existent également des personnes qui vont simplement suivre les leaders. L'imitation délivre l'individu des affres du choix, mais le signale comme la créature d'un groupe, comme le réceptacle de contenus sociaux. L'imitation répond ainsi dans tous les phénomènes dont elle est un facteur constitutif, à l'une des tendances fondamentales de notre être, celle qui pousse à fonder la singularité dans la généralité, accentuant la stabilité dans le changement. Voilà qui cerne les conditions d'existence de la mode en tant que phénomène partout répandu dans l'histoire de notre espèce. Imitation d'un modèle donné, la mode satisfait un besoin d'appui social, elle mène l'individu dans la voie suivie par tous. Elle satisfait tout autant le besoin de distinction, la tendance à la différenciation, à la variété, à la démarcation. Et elle y parvient par le changement des contenus, qui imprime à la mode d'aujourd'hui sa marque individuelle. La mode n'est donc jamais qu'une forme de vie parmi beaucoup d'autres qui permet de conjoindre en un même agir unitaire, la tendance à l'égalisation sociale et la tendance à la distinction individuelle. Les créations de mode ont un rôle de médiation, et peuvent nous dire par quel chemin va notre société. Le sociologue Frédéric Monneron pose d'ailleurs sur ce phénomène un regard radical. Et si, comme j'en ai fait l'hypothèse, la création vestimentaire anticipe et dans une large mesure détermine les changements sociaux en modifiant les images du corps et par suite les comportements qu'elle suscite, si elle est, pour reprendre l'expression d'un président de la République, metteur en scène du quotidien, alors le couturier, cet homme qui a de l'avenir dans l'esprit mérite toute l'attention de l'observateur social. Même si cette position ne recouvre pas complètement notre point de vue, elle a le mérite de poser une réflexion valorisante tant pour la mode que pour la création. L'être humain s'entoure d'objets et de vêtements qui ont deux fonctions. L'une tournée vers le groupe, qui est donc social. Combien d'individus n'adoptent-ils pas un mode de vie totalement déterminé par leur profession, et en assimilent les attitudes ainsi que les vêtements? Pensons simplement au ténor qui est dominé par sa voix,
et qui le montre tant dans son quotidien que dans son paraître. L'autre tournée du côté de l'individu qui devient subjective, car elle s'approprie une fonction sensorielle, par le toucher, une fonction affective, j'aime ou je n'aime pas, et une fonction motrice qui passe par le corps. Associées et distinguées, telles sont les deux fonctions de base. On pourra visiblement obtenir, en s'opposant à la mode, la même combinaison obtenue en lui obéissant radicalement. Le sentiment d'individualisation. Les composantes personnelles ou psychiques. Pour introduire la partie personnelle et psychique, nous pourrions dire que le vêtement, l'objet peut nous parler de 4 modalités. Il médiatise l'attention et le soin que nous portons à notre propre personne, le narcissisme y est clairement abordé. Il nous permet de manifester nos émotions. Il contribue à installer un mode de pensée. Il joue un rôle dans notre relation aux diverses formes de mémoire. Mimi, une de mes patientes qui a atteint aujourd'hui la 50aine, ne peut toujours pas porter de chemise ou de polo à col. Cela lui rappelle des souvenirs douloureux. Sa mère, en effet, l'obligeait à se vêtir de telle manière pour lui plaire à elle. Ses vêtements prenaient une connotation positive de petite fille modèle, et la faisaient reconnaître dans son village comme telle. Les histoires liées à l'enfance illustrent quelques-uns des enjeux à l'œuvre dans les choix vestimentaires des parents pour leurs enfants. L'habit recèle dans ses fibres la mémoire des premiers soins maternels. L'enfant est habillé par sa mère, elle-même engagée dans une tradition familiale, habitée de rêves, d'envie, de frustration. Nous sommes donc clairement dans une réactivation du surmoi. L'être humain peut donc prendre conscience que son existence psychique est inséparable de son rapport à l'objet vêtement. Le vêtement couvre et parle le corps humain. Il est le signe qui sépare l'homme de l'animal. Il est le caractère fondateur de la socialisation. La société est identifiée à partir des habits portés, et ceci détermine les comportements. Le vêtement informe tout d'abord de l'appartenance au genre humain. S'habiller est le propre de l'homme. Supprimer le voile, il invente les lunettes de soleil. Supprimer le gant, il se vernit les ongles. Supprimer les poches, il invente le sac. Le vêtement devient ainsi un ensemble de signes qui, consciemment ou non, expriment la singularité propre à chacun et qui expriment également les liens qui unissent les individus, les uns aux autres. Le vêtement peut signaler, entretenir, entraîner, amenuiser, occulter, approfondir, renouveler, interpréter, 9 grandes divisions de l'homme. Les informations qu'il peut ou non délivrer portent sur la division par sexe, la division par âge, la division des positions sociales, la division de l'activité, la division des cultures, des différences évidentes, ère musulmane, occidentale, indienne, des différences volontairement acquises et imposées, les juifs, les divisions de lieu et de moment. Le moment n'est pas seulement la situation journalière, saisonnière, mais la situation de l'instant, jour-nuit. La division des états sanitaires. L'attirail des lépreux s'annonçant Crécelle en mai. La division des mœurs. La division des positions politico-idéologiques et religieuses. Il s'ensuit 2 mouvements, celui d'assimilation et celui d'accommodation. Ce sont 2 psychologiques. L'une favorise l'enracinement dans le milieu. L'autre cherche à s'en différencier. Le vêtir devient donc une gestuelle d'appartenance et d'individualisation, ou encore de représentation et de transformation. Cette gestuelle cherche à établir un équilibre entre le désir de conformité et le désir de singularité, entre l'affirmation du présent et la recherche d'un futur meilleur. Dans cet univers, ne pas être comme les autres constitue un atout. Ce cheminement est particulièrement prégnant à l'adolescence, où le vêtement peut amener à assumer son corps sexué ou alors s'immerger dans l'androgynie, par besoin de temps pour assumer sa sexualité naissante. Un cap important est de faire partie d'une tribu, à ce moment de l'existence, cette appartenance au groupe peut être un passage obligé pour aller vers l'individualité. Il s'agit de capter les signes que l'on donne et ceux que l'on nous renvoie. Les gestes du vêtir deviennent donc expressifs et nuancés. Ils se chargent d'ambivalence, d'émotions, voire d'état d'esprit indicibles. Le paradoxe de la mode est donc de plus en plus dans le fait que chaque être essaie d'être semblable à son prochain, et d'être différent de lui.
Le pourquoi de la mode s'exprime en effet clairement dans le fait que si nous osons affirmer notre individualité, nous créons la mode. Le comme de la mode vient du fait qu'une mode pour être lancée avec succès doit être en accord avec l'ère du temps, un idéal du futur projeté devant chaque être. Le recours à la suggestion dans le lancement d'une mode repose donc sur le prestige de l'inspirateur et sur la valeur affective de ce qu'il suggère. C'est bien la projection du surmoi sur l'individu qui exerce cette suggestion, car ce sont les modèles du plus grand nombre qui nous influencent. En apparence, chacun croit savoir ce que c'est qu'un vêtement à la mode. Mais en réalité, le terme est profondément équivoque. En effet, il rassemble deux notions distinctes, un jugement de fait et un jugement de valeur. Le jugement de fait recouvre un simple constat statistique. À un moment précis, la fréquence d'apparition de certains objets est plus élevée qu'à d'autres. Bien souvent ces toccades sont massives et soudaines. À cette conception objective de la mode s'en ajoute une autre où le jugement de valeur règne en maître. Selon cette représentation des choses, seul un objet rare peut être tendance. Le but du vêtement est bien d'assurer un maximum de plaisir, mais en accord avec le principe de réalité, et c'est bien là le quoi de la mode. Le principe de plaisir favorise la reconnaissance des similitudes plutôt que des différences. Le principe de réalité agit par assimilation et va de l'inconnu au connu. Il exige parallèlement que l'individu possède une vision non déformée de son corps. Le vêtement implique une imitation par essence. D'abord elle va de l'individu jugé supérieur à l'inférieur, ou encore du luxe au prêt-à-porter. À partir de là, en intégrant le pourquoi, le comment et le quoi, nous sommes dans plusieurs éléments connus. L'expression du moi nous amène à parler de look. C'est bien le credo du look d'être dans un monde du semblable et du différent, c'est-à-dire un mélange d'individualisme et de conformisme. Comme il y a un nombre de plus en plus important de vêtements proposés, la mode peut être suivie avec ce mélange d'un moi individuel. Le paraître avoue l'être dans l'ère du look. L'usage du vêtement est bien individualisé, mais pas le vêtement lui-même. On voit donc bien plus la relation au vêtement à titre individuel, c'est-à-dire ce que l'individu fait de ce vêtement, que le vêtement lui-même. La révolution du look est bien de ne plus subir le code de la mode, mais de le manier, de le composer. Ce mode de se vêtir revêt donc un moi irréductible. Si l'agencement singulier du vêtement peut évoquer un discours, une parole du moi sur lui-même, s'il révèle aussi indirectement les pulsions qu'il agite, c'est que cet agencement véhicule des informations, à partir des formes, de la matière, de la coupe, de la couleur, de la marque, des accessoires et des différentes parties du costume. On change donc de look non plus parce que c'est la mode, mais parce que cela correspond à la vérité de l'être et ceci n'a pas de fin. Parallèlement, on peut faire le lien avec les créateurs eux-mêmes, avec ce prestige de l'inspirateur qui amène la notion de plaisir et également d'un moi réadapté. Avec la massification de l'accès à la mode se diffuse une espèce de droit spontané à la création de mode, incarné par les stylistes, créateurs. Ils ont une attention flottante, ils sélectionnent l'avenir dans le présent. Ils cherchent d'ailleurs la mode dans la mode. Ils proposent des thèmes, des concepts, des situations, des environnements, des sublimations. On en arrive donc à la notion de style qui rejoint de manière très claire ce propos. Le style est pour nous une disposition de l'existence, une manière d'être. Nul ne peut allumer une cigarette, manier une plume ou lancer une balle, que l'attitude, la cadence, le volume, la ligne et l'économie du geste ne trahissent un caractère. L'action tire sa forme d'une forme d'esprit. Il est parfaitement clair que l'on retrouve le symbole du moi dans chacune de ces manifestations, et que le lien avec le plaisir est direct. Du style, il n'y a qu'un pas à faire pour émettre un lien avec la tendance. En effet, la tendance est clairement dans un espace-temps non lié au présent et en accord avec l'ère du temps. La tendance part toujours d'une mutation sociologique, puis elle est alimentée par le marketing de marque, les tendances gardent une part de mystère. Christian Lacroix humblement nous dit « La rue est dangereusement créatrice ». La complexité des tendances transparaît jusque dans de banales questions de vocabulaire. La mode est séparée de la société par une membrane au fonctionnement difficilement prévisible. Certains événements trouvent leur transcription immédiate dans les tendances tandis que d'autres semblent n'avoir aucune influence sur elles. Les couturiers n'ignorant pas le monde extérieur.
La scène culturelle est suivie de manière attentive par les créateurs, ces penchants les incitent à se nourrir d'influences esthétiques extérieures à la mode qui se retrouvent souvent dans les tendances du moment. Dans la tendance, il est intégré 4 types de temporalité. Des cycles courts et éphémères incluant de nombreux petits phénomènes. Des cycles moyens qui règlent les modalités d'un usage. Le raccourcissement de la jupe qui est devenu un signe d'émancipation des femmes et surtout de la jeunesse. Des cycles longs qui font figure d'acquisition culturelle définitive, le port du pantalon par les femmes, ou la recherche du bien-être. Les macro-tendances qui irriguent notre mode de pensée, elles sont au croisement de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, des mathématiques, des biotechnologies, l'intégration de la technologie au quotidien. Pour que le port du pantalon par la femme devienne ainsi l'enjeu, et le moteur d'une reconsidération des rôles sexuels, il fallait que l'on pressente plus ou moins confusément que loin d'être neutre, il changera les comportements et induira de nouvelles manières d'être. De fait, il présente une femme beaucoup plus libre de ses mouvements et potentiellement libre par conséquent de se livrer aux mêmes activités que les hommes, et au-delà de se comporter comme eux dans tous les domaines de la vie sociale. Il en irait de même de toute partie de l'intégration du vestiaire masculin par les femmes, qui définit un accaparement de nouveaux rôles sociaux. Pour contrebalancer la tendance croissante aux achats via Internet, on voit bien que les enseignes imaginent une relation plus émotionnelle, plus affective avec les clients. Decathlon, par exemple, ouvre un point de vente de 4000 m² avec terrain de sport, mur de grimpe, practice de golf, parcours santé, où le consommateur peut essayer son futur équipement en conditions réelles. Il devient acteur de sa consommation dans un point de vente qui devient espace de désir. C'est véritablement l'habit qui fait le moine. L'habit est le signe d'une existence nouvelle, surnaturelle, embrassée par le moine. La vêture n'est pas accidentelle à la consécration monacale, elle en est la désignation, le geste liturgique, la manifestation essentielle. Les créateurs et les marques ne sont pas égaux devant les tendances. Les uns les créent, les autres les suivent. Bien qu'ils se doivent d'être originaux, les labels les plus pointus ne peuvent pas situer leurs vêtements trop en avance par rapport aux tendances. J'avais choisi ce métier, la tendance, pour anticiper, ce qui revient à travailler dans un laboratoire de l'étonnement. Les jeux de la mode. Nous sommes donc bien dans la mode en jeu. Le jeu de la mode qui est la souplesse, c'est-à-dire l'écart par rapport à la norme. Y voir tout ce qui n'est pas prévisible. Le jeu de la mode, c'est le jeu de la rareté, c'est-à-dire ne pas vouloir plus du même, c'est bien là un des aspects psychologiques. Le jeu de la mode, c'est le jeu du suivez-moi, c'est le jeu de la bande, le jeu de la reconnaissance, faites comme moi. On peut y voir un reliquat du surmoi, de l'image du père. Le jeu de la mode, c'est le jeu du m'as-tu vu. Y sont corollaires le signe, le signal et le symbole. Le vêtement n'est plus directement lisible, il élargit l'horizon du jeu, ce serait aussi le jeu d'être à côté de la mode. C'est également le jeu de la compétition, et donc de sortir du lot. Une tenue vestimentaire soignée dénoterait la responsabilité individuelle et une attitude plus positive envers soi-même. Une tenue à la mode, par ailleurs, projetterait une image de sociabilité. Liée à l'image du moi idéal de chaque individu, le choix des habits sert donc à structurer l'identité individuelle. Cela est si vrai que les personnes dont l'identité psychologique est perturbée ne manifestent aucun intérêt pour l'habillement. Aussi a-t-on imaginé une thérapie vestimentaire pour les aider à reconstruire la conscience de qui elles sont. Erasme déjà nous dit « Le vêtement est le corps du corps et il donne une idée des dispositions de l'esprit ». Le jeu de la mode, c'est le jeu de l'attente comblée ou déçue avec tous les signes d'appartenance. Le but est donc de créer quelque chose que nous pouvons aimer. Le jeu revient ainsi avec une coloration différente. En conclusion, nous sommes dans le moi, dans le plaisir, c'est-à-dire dans le ça avec un regard du surmoi. La mode serait autant ce qui distingue que ce qui rassemble. Il devrait s'agir de plaisir, plaisir du corps, plaisir du jeu, plaisir de s'habiller pareil ou de s'habiller autrement, plaisir parfois de se déguiser, plaisir de découvrir, d'imaginer, plaisir de retrouver quelque chose, plaisir de changer. Cela s'appellerait la mode. Une manière de jouissance, le sentiment d'une petite fête, d'un gaspillage, quelque chose de futile, d'inutile, de gratuit, d'agréable. On inventerait un plat,
un geste, une expression, un jeu, un habit, un lieu de promenade, une danse, on ferait partager son invention, on partagerait les inventions des autres, cela durerait quelques heures ou quelques mois. On s'en lasserait ou on ferait semblant de s'en lasser, cela reviendrait ou ne reviendrait pas. Ce serait comme à l'école pendant les récréations. Ça a été les bars, puis la balle aux chasseurs, puis les billes, puis l'orchestre avec des peignes et du papier chiotte, puis les collections d'emballages de cigarettes. Mais ce n'est pas ça, évidemment, pas ça du tout. Avant même de commencer à parler de la mode, avant même que les faits de mode soient éclairés par les lumières plus ou moins chatoyantes des diverses idéologies contemporaines, on sait déjà que ce ne sera pas ça. La mode pourtant parle de caprice, de spontanéité, de fantaisie, d'invention, de frivolité. Mais ce sont des mensonges. La mode est entièrement du côté de la violence, violence de la conformité, de l'adhérence au modèle, violence du consensus social et des mépris qu'il dissimule. Ça ne sert pas à grand-chose d'être ou de vouloir être contre la mode. Tout ce que l'on peut vouloir, peut-être, c'est être à côté. Il devrait s'agir de plaisir. Le contraire de la mode, ce n'est évidemment pas le démodé. Ce ne peut être que le présent, ce qui est là, ce qui est ancré, permanent, résistant, habité, l'objet et son souvenir, l'être et son histoire. Chapitre 2 – Les fonctions symboliques de la mode. Les 3 fonctions plus une, protection, pudeur, séduction et langage. Nous allons aborder les 3 fonctions plus une qui caractérisent le vêtement, et a fortiori la mode. Ces 3 fonctions vont satisfaire le besoin de protection, le besoin de pudeur, mais aussi le désir de séduction et de jeu ainsi que le langage. Nous pouvons y lier les notions de pulsion, Eros Thanatos, voire annexe 4, ainsi que le narcissisme, voire annexe 5, car la mode exprime et offre au regard les conflits intérieurs, les désirs créés chez l'homme par la vie en société. La protection, la parure. Dans un sens littéral, protection signifie couvrir devant. La Bible voit dans la protection un des premiers gestes fondateurs de la civilisation humaine. La Genèse nous dit: ils ont vu qu'ils étaient nus et ils se sont couverts. Cette phrase laisse bien entrevoir qu'il ne s'agit pas seulement de se protéger du climat, mais aussi et surtout de se protéger du regard de l'autre. Comment se sont-ils protégés? En se parant d'une feuille de vigne. La protection est donc essentiellement parure. Shakespeare dans Hamlet dit: le costume révèle souvent l'homme. La protection pousse donc à assumer les différences individuelles. De plus, elle amène implicitement la notion de regard, car il s'agit de ne montrer que ce que l'on veut bien. La mise à nu peut effectivement être une humiliation. Qui n'a pas vu des photos des camps de concentration, et ce que révèlent les visages photographiés? C'est bien l'humiliation qui est signifiée, et la fragilisation de ces êtres est insoutenable. La parure est donc, selon les spécialistes de l'anthropologie du costume, la cause première de l'adoption du vêtement. Elle permet bien d'exhiber les attraits. Elle a une double signification. L'individu se transforme et se distingue aux yeux des autres. La parure, c'est bien magnifier le corps humain. Cette enveloppe de la peau psychique symbolise bien dans un sens encore plus profond ce que nous disait Erasme. Le vêtement, c'est le corps du corps. Cela peut donc devenir une seconde peau sécurisante. La parure est une manifestation liée à la séduction. Elle attire les regards et satisfait le narcissisme. La parure est un ingénieux système visant à instaurer une certaine harmonie entre des intérêts antagonistes. En modifiant la forme apparente du corps, elle procure un sentiment accru de puissance, le sentiment de l'extension de notre moi corporel. Par l'adjonction d'artifices, le corps s'amplifie, se prolonge, il intègre des corps étrangers, bijoux, encre du tatouage. La parure souligne un aspect du corps qui peut être mis en valeur pour le plaisir, la pulsion des yeux. Par exemple, grandir avec des talons ou des chapeaux. Élargir les épaules. Resserrer la taille. La parure a donc très vite acquis une double signification. L'individu se distingue aux yeux des autres, il pense s'élever à ses propres yeux en se transformant. L'individu s'assimile par ailleurs également aux autres. À ce stade de la représentation sociale, la parure n'est plus un instrument de pouvoir social puissant et dominant, mais l'accompagnement de modes de vie et de styles de vie divers. L'explosion des modes dans l'univers de la mode traduit une volonté de paraître autrement ou de paraître vrai,
une recherche de liberté et d'indépendance et toutefois le besoin constant de représentation d'un style de vie ou d'un art de vivre à travers la parure. L'habillement est donc toujours une présentation de soi et un commentaire sur les autres, différence, assimilation. J'aimerais que les autres me ressemblent, c'est-à-dire qu'ils soient du même que moi. Le vêtement cache et montre. Il devient protection et affirmation de soi. Le vêtement représente ainsi la première vision que les autres ont de nous. Nous voyons bien que le vêtement renvoie à l'histoire personnelle et à la stratégie mise en place pour assimiler cette histoire. La pudeur. La pudeur protège l'intimité de la personne, elle ne fait d'ailleurs que cela. Elle protège donc la valeur individuelle face au sexuel, qui est le symbole de l'intimité. Le vêtement est donc le regard qui va envelopper la personne de pudeur. Toilette, petite toile comme un hymen qui redonne au jour la virginité de sa nouveauté. La pudeur devient ainsi garante du mystère de la personne. Peut-être permet-elle même de sauver sa liberté intérieure? Le judéo-christianisme a imposé une morale sexuelle de pudeur et a déporté le sexuel vers d'autres symboles plus épurés. La pudeur est clairement une pulsion dont la fonction est inhibitrice, car il s'agit de renoncer à certains actes que nous prendrions plaisir à accomplir. Il est dit que l'impératif de pudeur est plus sévère pour les femmes. En effet, les femmes sont parfois amenées à devoir cacher non seulement le sexe, mais les seins, les bras, les cheveux et parfois le visage. Cette pulsion peut être provoquée par une situation à dominante sexuelle ou sociale. La dominante sexuelle fonctionne plus sur l'exhibition, et la dominante sociale fonctionne sur l'embarras, le sentiment de honte ou de culpabilité. Comment se fait-il que l'on soit dans le mauvais habit pour une circonstance donnée? Cette situation se retrouve souvent dans les rêves. On peut donc également dire que la pudeur est, dans le contexte social, régie par le surmoi. La relation entre parure et pudeur est donc souvent contradictoire. Exhiber. Cacher. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.